J'ai été hospitalisée pendant un demi-mois et toute ma belle famille a prétendu l'ignorer. Je n'ai pas émis la moindre plainte. Le deuxième jour après ma sortie, mon mari m'a demandé pourquoi je n'avais pas encore viré l'argent pour les dépenses mensuelles de ses parents. Je lui ai répondu avec un sourire et une phrase qui l'a laissé de glace. À 2 heures du matin, les spasmes d'une douleur d'appendicite me tordaient les entrailles. Un appel à l'aide à mon mari n'a reçu pour toute réponse que les grognements de ma belle-mère et le ton irrité de l'homme avec qui je partage mon lit. Avant que tous deux ne publient tranquillement des photos au bar d'un hôtel de luxe, quand une femme doit signer seule le consentement pour sa propre opération chirurgicale, c'est aussi le moment où elle signe sa propre libération. La nuit du 4 octobre. Le vent s'infiltrait par les fentes de la porte-fenêtre du balcon de mon appartement au 12e étage, dans le quartier de la Défense. Le carillon de l'horloge en chaîne accroché au mur du salon sonna 2 coups. Il était 2 heures du matin. Je dormais quand une douleur lancinante a éclaté autour de mon nombril. Au début, les symptômes ressemblaient à ceux d'une simple indigestion après le dîner. Je me suis frotté doucement le ventre par-dessus ma fine chemise de nuit en soie. J'ai fermé les yeux en espérant que le malaise diminuerait. 15 minutes passèrent et le réveil numérique sur la table de chevet afficha 2h15. La douleur ne s'atténuait pas, mais commençait à se déplacer, s'étendant vers la fosse iliaque droite. Les muscles de mon abdomen se tendaient et se durcissaient à chaque respiration. J'ai repoussé le drap fin, tourné mon corps et posé les jambes jusqu'à toucher le parquet flottant. Dès que la pointe de mes pieds a effleuré le sol, un spasme violent m'a forcé à me plier en deux, agrippant le bord du matelas à mémoire de forme de la main droite et me tenant le bas-ventre de la gauche. J'ai essayé de me redresser, mais mon corps ne me le permettait pas. Chaque pas devenait une agonie. M'appuyant contre le mur du couloir, j'ai avancé centimètre par centimètre vers le salon. Toutes les lumières étaient éteintes. Seul le lampadaire du boulevard périphérique filtrait sa lumière à travers les fins voilages. J'ai fait un faux pas et me suis effondrée sur le canapé d'angle en cuir. La sueur froide perlait sur mon front, coulant en gouttes sur mes tempes et trempant le col de ma chemise de nuit. J'ai fléchi les genoux contre ma poitrine, cherchant une position qui réduirait la friction à l'intérieur de mon abdomen. Mes mains s'agrippaient au coussin, mes ongles s'enfonçant jusqu'à laisser des marques profondes. Mes intestins se tordaient par vagues. Je me suis allongée sur le côté gauche et j'ai tendu le bras droit, tâtonnant sur la table basse en verre trempé. La boîte à pharmacie en plastique transparent était dans un coin, à côté d'un verre d'eau que je m'étais servi plus tôt dans la soirée. J'ai rapproché la boîte, ouvert le couvercle et cherché une boîte de protecteur gastrique. En la trouvant, j'ai déchiré le blister en aluminium et laissé tomber 2 comprimés blancs dans la paume de ma main. Je les ai portés à ma bouche, j'ai attrapé le verre et j'ai avalé d'un trait. L'eau froide a descendu mon œsophage, mais n'a absolument rien soulagé. Je suis restée, pressant mon estomac contre le cuir du canapé, attendant encore 20 minutes. La situation empirait à chaque instant. La douleur irradiait dans tout le bas-ventre et atteignait la zone lombaire de ma colonne vertébrale. Ma respiration est devenue haletante. Exhalant des bouffées d'air saccadé à travers mes dents serrées, j'ai réalisé que ce n'était pas une simple douleur d'estomac. J'ai tendu la main vers le bout de la table, pris mon téléphone portable qui était branché au chargeur et arraché le câble. L'écran s'est allumé, m'éblouissant. J'ai plissé les yeux, déverrouillé le téléphone et ouvert mon répertoire de contacts. Mon index a appuyé sur le nom de Julien, enregistré en première ligne de la liste des favoris. J'ai porté le haut-parleur à mon oreille. La sonnerie a retenti, rythmée et constante au milieu de la nuit. Un soupir de désespoir s'est échappé de mes lèvres. Une sonnerie, 2 sonneries, 3 sonneries passèrent. L'écran indiquait que l'appel durait depuis 50 secondes. La voix automatique de l'opérateur a annoncé que l'utilisateur n'était pas disponible. J'ai laissé le téléphone sur la table en verre. Un reflux d'acide gastrique m'est remonté dans la gorge. J'ai rentré le ventre, me forçant à ravaler ce liquide amer. J'ai repris le téléphone et appuyé sur le bouton pour appeler une 2e fois. Cette fois, le système n'a même pas émis une seule sonnerie. Il a produit le son d'une ligne occupée et a coupé la communication complètement. Julien avait activement rejeté l'appel.
L'horloge murale indiquait 2h40. La nuit à Paris était silencieuse, seulement interrompue par le rugissement occasionnel d'un camion de livraison circulant sur l'autoroute. J'ai essayé de changer de position et de m'allonger sur le dos, mais mes muscles abdominaux se sont tendus instantanément, résistant à toute force extérieure. Chaque fois que je prenais une profonde inspiration, la fosse iliaque droite me lançait une pointe, comme si quelque chose de tranchant me poignardait. Je me suis souvenu qu'au dîner de la veille, je n'avais mangé qu'un peu de riz blanc et des haricots verts bouillis, sans toucher aux fruits de mer ni à des aliments étranges. Ces symptômes étaient identiques à ceux de l'appendicite aiguë, pour laquelle une de mes collègues de bureau avait dû être opérée d'urgence le mois dernier. J'ai gardé le téléphone à la main et j'ai appelé mon mari une 3e fois. Il s'était envolé pour Cannes pour le travail sur le vol de 9h du matin la veille. Ce voyage durait 3 jours et il en avait profité pour emmener ma belle-mère, Madame Rose, se reposer dans un complexe de luxe face à la côte. La sonnerie a de nouveau retenti, monotone, sans obtenir de réponse. Mon cœur battait la chamade, accompagnant ma respiration haletante. L'écran montrait que l'appel avait dépassé la minute. Mon bras droit est tombé, inerte. Le téléphone a glissé de ma main et a heurté sourdement le coussin. J'ai entrelacé mes 2 mains, serré fort mon ventre et enfoui mon visage dans les plis du canapé. J'ai attendu encore 5 minutes. Je me suis forcé à me lever et j'ai traîné les pieds jusqu'au meuble de télévision. J'ai ouvert le 2e tiroir et j'ai sorti une pochette en plastique bleu où je garde mes papiers d'identité. Je l'ai ouverte, j'ai sorti ma carte d'identité et ma carte de mutuelle AXA et je les ai mises dans un petit compartiment de mon sac à main. J'ai aussi ouvert une enveloppe qui se trouvait dans le coin du tiroir, j'ai sorti 150 € en espèces au cas où et je les ai mis dans le même sac. Je suis retourné au canapé, suis tombé à genoux et me suis effondré, épuisé. J'ai utilisé le bout de mon index pour appuyer doucement sur la zone douloureuse. Une force de rebond depuis l'intérieur de mon abdomen m'a fait faire une grimace de douleur. J'ai repris le téléphone et passé le 4e appel à Julien. L'autre bout a sonné 4 fois avant de décrocher. À peine la ligne établie et avant que je puisse dire quoi que ce soit, la voix irritée de Julien a retenti. Je dors. Pourquoi tu appelles autant à cette heure-ci ? J'ai contenu la douleur qui montait par vagues, me tenant la hanche droite, et je lui ai répondu à peine essoufflé. Chérie, j'ai très mal au ventre. Du nombril jusqu'au côté droit. Les symptômes ressemblent à une appendicite aiguë. Je crois que je dois aller aux urgences. Vois si tu connais quelqu'un dans le quartier. Si tu peux demander à notre voisin Charles ou au concierge Paul de m'emmener à l'hôpital. L'autre bout de la ligne est resté silencieux pendant 2 secondes. Le froissement des draps s'est fait entendre à une distance considérable du micro du téléphone. La voix de Madame Rose, ma belle-mère, a résonné avec une clarté totale. Son ton était plaintif et réprobateur. Appelée en pleine nuit, elle a un certain âge pour faire autant de caprices et de comédies. Quel hôtel 5 étoiles. L'oreiller est dur comme de la pierre et j'ai mal au cou. J'arrive à peine à fermer l'œil et on me réveille déjà. Madame Rose a fait une pause et a dit à son fils, dis-lui que si elle a mal à l'estomac, qu'elle aille à la cuisine se préparer une tisane de camomille chaude ou qu'elle se mette un peu de baume mentholé sur le ventre, qu'elle arrête de faire son cinéma, qu'elle laisse son mari se reposer. Il doit travailler demain. Julien n'a pas hésité une seconde et a abondé dans le sens de sa mère. Il m'a parlé directement au téléphone d'un ton agacé. Maman a raison. Tu n'es pas une petite fille pour devenir hystérique pour un rien. Va à la cuisine, fais-toi une tisane ou regarde dans le frigo s'il reste du Doliprane effervescent et prends-le. Je suis en voyage d'affaires, pas en vacances. Demain, je dois rencontrer des clients très tôt. J'ai essayé de réguler ma respiration. J'ai serré le téléphone contre mon oreille et j'ai articulé chaque mot clairement. J'ai déjà pris un médicament pour l'estomac et ça ne va pas mieux. Si j'appuie sur mon ventre, la douleur rebondit. Je ne peux pas conduire. Peux-tu appeler Charles ou Paul pour qu'ils m'emmènent ? Julien a fait claquer sa langue bruyamment à travers le téléphone. À 3h du matin, tu me demandes de réveiller et de déranger les voisins. Débrouille-toi. Tu es assez grande, arrête de dépendre de moi pour tout. Après avoir dit cela,
Julien ne m'a pas laissé le temps de répondre et a raccroché. Le son de la déconnexion a été brutal et l'écran est devenu noir. Je suis restée paralysée sur le canapé, serrant le téléphone si fort que mes jointures sont devenues blanches. La climatisation bourdonnait doucement, soufflant de l'air froid sur ma tête. L'espace de mon appartement de 80 mètres carrés était si silencieux que je pouvais entendre mes propres battements de cœur. La douleur de l'appendicite continuait de me torturer. Les contractions serraient ma paroi abdominale sans répit. J'ai posé les mains sur la table en verre et je me suis poussée petit à petit pour me mettre debout. J'ai traîné les pieds jusqu'à la cuisine, j'ai ouvert la porte du réfrigérateur. La lumière jaunâtre de l'intérieur a éclairé les boîtes en plastique avec les restes de la veille. J'ai jeté un coup d'œil au compartiment à médicaments dans la porte et j'ai trouvé un tube orange de comprimés effervescents. J'en ai sorti un, je l'ai laissé tomber dans un verre et j'ai ouvert le robinet du purificateur d'eau pour le remplir à moitié. Le comprimé blanc a pétillé en faisant un sifflement. J'ai soulevé le verre, regardé les bulles monter à la surface, puis je l'ai frappé violemment contre le plan de travail. Un analgésique effervescent ne guérit pas une appendicite. Le prendre maintenant ne ferait qu'aggraver une éventuelle hémorragie si je finissais au bloc opératoire. J'ai tourné le dos à la cuisine et j'ai marché directement vers la chambre. J'ai ouvert l'armoire, sorti un pantalon de survêtement noir et un t-shirt à manches courtes et je les ai jetés sur le lit. J'ai enlevé ma chemise de nuit en soie trempée de sueur, j'ai enfilé avec difficulté chaque jambe dans le pantalon et j'ai remonté la fermeture éclair avec précaution. Mettre le t-shirt m'a aussi pris plus de temps que d'habitude, car chaque fois que je levais les bras, mes muscles abdominaux s'étiraient, me causant une douleur atroce. Une fois habillée, j'ai mis des chaussettes et j'ai chaussé des baskets en toile plate que je laisse toujours dans le meuble à chaussures près de la porte d'entrée. J'ai mis en bandoulière le sac que j'avais déjà préparé avec mes papiers et l'argent. J'ai vérifié que j'avais le trousseau de clés de la maison et je l'ai mis dans la poche extérieure. J'ai tourné la poignée de la porte principale et je suis sortie dans le couloir de l'immeuble. Le couloir était long et profond, et les lumières LED des détecteurs de mouvement s'allumaient automatiquement à mon passage. M'appuyant sur la rampe murale, j'ai marché jusqu'aux ascenseurs et j'ai appuyé sur le bouton pour descendre. Je suis restée à regarder le numéro qui indiquait la position de la cabine montant du rez-de-chaussée jusqu'au 12e étage. Les portes se sont ouvertes. Je suis entrée, je me suis appuyée contre le grand miroir du mur du fond et j'ai appuyé sur le bouton 0. La cabine est descendue en douceur. Je me suis adossée dans le coin, m'agrippant à la barre en acier inoxydable d'une main. Soudain, le téléphone a vibré dans mon sac, annonçant une nouvelle notification. Je l'ai sorti, j'ai déverrouillé l'écran et j'ai vu que l'icône de l'application de messagerie affichait un chiffre rouge, indiquant un message non lu du groupe familial nommé « Famille heureuse ». Ce groupe ne comptait que 3 membres, moi, Julien et ma belle-mère. J'ai cliqué sur l'application et une photo que Julien venait d'envoyer il y a moins d'une minute est apparue. C'était une image prise au bar sur le toit d'un hôtel de luxe à Cannes. Sur la photo, Julien portait une chemise en soie bleu foncé. Il tenait une coupe de cocktail jaune pâle et derrière lui, on voyait la mer de nuit avec les lumières scintillantes des bateaux de pêche. À ses côtés, Madame Rose portait une robe à fleurs à large décolleté, un collier de fausses perles et levait les doigts en faisant le signe de la victoire. Sous la photo, le compte de ma belle-mère a rapidement envoyé un cœur rouge accompagné d'un commentaire dicté à la voix. Amener ta mère profiter de la belle vie prouve que tous les efforts pour t'élever et te donner une éducation afin que tu deviennes un homme accompli n'ont pas été vains. Julien a répondu au commentaire de sa mère avec un emoji d'un visage souriant avec des lunettes de soleil. Je suis restée à regarder fixement l'écran, faisant glisser mon doigt pour analyser chaque détail de la photo. Ils étaient assis au bar, profitant de la brise marine à près de 3 heures du matin. Et pourtant, il y a 5 minutes, ils avaient utilisé l'excuse qu'ils dormaient pour rejeter méchamment mon appel à l'aide. J'ai appuyé sur le bouton latéral pour éteindre l'écran et j'ai rangé le téléphone dans mon sac. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes dans le hall. Je suis sortie. Le gardien de sécurité de nuit somnolait sur le comptoir de la réception. Je suis passée directement par la porte tournante automatique. J'ai descendu les marches et je me suis retrouvée sur le trottoir.
J'ai sorti mon portable et j'ai appelé la centrale de G7. De l'autre côté de la ligne, un opérateur de nuit a répondu rapidement. G7. Bonsoir. J'ai donné mon adresse clairement. Envoyer une voiture à l'entrée du bâtiment CT3 à la Défense. Je dois aller aux urgences d'un grand hôpital. L'opérateur a répondu de manière concise. D'accord. Veuillez patienter 3 minutes. Une voiture viendra vous chercher tout de suite. Je me suis appuyé contre le tronc d'un arbre planté sur le trottoir, croisant les bras sur mon estomac pour maintenir la zone douloureuse immobile. Le vent nocturne soufflait fort, faisant rouler les feuilles mortes sur l'asphalte. Moins de 3 minutes plus tard, une voiture blanche avec la bande diagonale rouge a freiné juste devant moi. La vitre du passager s'est baissée et le chauffeur, un homme d'une quarantaine d'années, a passé la tête. « Vous avez commandé un taxi pour aller à l'hôpital, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête. J'ai ouvert la portière arrière et je me suis installé sur le siège avec beaucoup de difficulté. Le chauffeur m'a regardé dans le rétroviseur. Il a vu mon visage pâle et a instinctivement baissé la puissance de la climatisation. « À quel hôpital allons-nous pour prendre le chemin le plus court ?» Je lui ai répondu, « Conduisez-moi directement aux urgences de l'hôpital universitaire Rabelais, s'il vous plaît. » Le chauffeur a appuyé sur l'accélérateur et la voiture a glissé dans les rues désertes. J'ai appuyé la tête contre la vitre, regardant défiler les rangées de lampadaires. Mon estomac continuait de me faire mal par vagues, mais mon attention n'était plus centrée sur mon corps. Dans ma tête, je revoyais l'appel téléphonique de tout à l'heure, la photo envoyée par message au bar et le commentaire de ma belle-mère. En 3 ans de mariage, je réalisais enfin ma véritable place dans cette famille. Alors que je faisais face à une crise médicale au milieu de la nuit, l'homme avec qui je partageais mon lit préférait éteindre son téléphone pour continuer à faire la fête et ma belle-mère me considérait comme une simple nuisance. Le taxi a traversé une intersection. Le feu clignotait en orange et il a tourné à droite vers l'avenue qui menait directement à l'entrée de l'hôpital. Le chauffeur est entré dans la zone des urgences et a freiné. Le compteur affichait 15 €. J'ai sorti un billet de 20 € de mon sac, je le lui ai donné et j'ai dit, « Gardez la monnaie. » Le chauffeur a hoché la tête, reconnaissant, est descendu rapidement de la voiture et a fait le tour pour m'ouvrir la porte et m'aider à sortir. La salle d'attente des urgences de l'hôpital brillait de puissantes lumières blanches. Le bruit des roues des brancards frottant contre le sol en granito était constant. J'ai marché très lentement vers le guichet d'admission des patients. L'infirmière de nuit, vêtue d'une tenue sanitaire bleu clair, a levé les yeux et m'a demandé « C'est pour qui l'enregistrement ?» J'ai posé ma carte d'identité et ma carte AXA sur le comptoir en acier. Pour moi. J'ai mal à la fosse iliaque droite depuis 2 heures du matin. Je soupçonne une appendicite aiguë. L'infirmière a pris la carte. Elle a rapidement tapé mes informations dans l'ordinateur et a imprimé une feuille de triage. Elle a indiqué une salle avec le numéro 2 sur la porte. Apportez cette feuille à la salle d'à côté pour qu'on vous prenne la tension et que vous voyez le médecin de garde. Je suis allée à la salle numéro 2. Le médecin m'a demandé de m'allonger sur la table d'examen. Il a utilisé ses doigts pour appuyer fermement sur mon bas-ventre du côté droit, puis a relâché sa main d'un coup. La douleur du rebond m'a fait sursauter sur la table. Le médecin a retiré sa main, a noté le signe positif dans le dossier et a ordonné une échographie abdominale et une analyse de sang en urgence. La patiente ne doit absolument rien ingérer. Un brancardier m'a poussé dans un fauteuil roulant jusqu'à la salle d'échographie au bout du couloir. Le radiologue m'a appliqué un gel glacé sur le ventre, utilisant la sonde pour scanner du nombril jusqu'à la hanche. L'écran montrait des images en noir et blanc superposées. Le médecin observait l'écran tout en dictant les résultats à son assistant pour qu'il les tape. Image d'un appendice épaissi, diamètre de 8 mm, avec présence de liquide inflammatoire périappendiculaire. Diagnostic d'appendicite aiguë avec risque de perforation. On m'a ramené au box des urgences. Une infirmière m'a posé une perfusion intraveineuse sur le dos de la main et m'a prélevé 3 tubes de sang pour le laboratoire. Elle a accroché une poche de sérum physiologique à 0,9% au porte-sérum en acier, laissant les gouttes tomber à travers le tube en plastique dans mon corps.
30 minutes plus tard, les résultats de l'analyse sont arrivés. Le médecin de garde, les papiers à la main, s'est approché de mon lit en fronçant les sourcils. Il m'a parlé d'un ton très sérieux. Les leucocytes sont très élevés. L'appendice montre déjà des signes de nécrose. Il est impératif d'intervenir chirurgicalement immédiatement pour l'enlever et éviter une péritonite. Où sont vos proches? Appelez-les pour qu'ils signent le consentement éclairé avant la chirurgie. Allongé sur le brancard, j'ai regardé fixement le médecin dans les yeux et j'ai répondu calmement. Je suis venue seule. Mon mari est en voyage d'affaires loin de la maison. Je n'ai personne d'autre ici. Le médecin a haussé les sourcils et a tapoté son stylo contre le dossier. Une chirurgie d'urgence comporte toujours des risques liés à l'anesthésie et des complications médicales. Par protocole, nous avons besoin qu'un membre de la famille signe le consentement. Vous ne pouvez vraiment appeler personne? J'ai gardé mon expression intacte et j'ai répondu avec fermeté. Je suis parfaitement lucide. J'ai la pleine capacité juridique pour agir par moi-même. Donnez-moi le document. J'assume l'entière responsabilité de ma propre vie. Le médecin m'a regardé pendant quelques secondes, a soupiré profondément et a sorti la feuille de consentement du dossier pour me la tendre. J'ai pris le stylo. Ma main droite avait la perfusion insérée, d'où suintait un peu de sang. J'ai utilisé ma main gauche pour tenir le papier et j'ai apposé une signature claire dans le coin inférieur droit. Le médecin a récupéré le document, s'est retourné et a ordonné à l'équipe de garde de préparer la salle d'opération numéro 3 et de monter la patiente immédiatement. Le brancard a roulé rapidement dans le couloir, passant par l'ascenseur réservé au personnel soignant jusqu'au bloc chirurgical. Les portes du bloc opératoire se sont ouvertes automatiquement. L'immense cielitique du plafond dégageait une lumière aveuglante. L'anesthésiste s'est approché et m'a placé un masque en plastique transparent sur le nez et la bouche. Il m'a parlé d'un ton posé. Respirez profondément et comptez de 1 à 10. J'ai inspiré. L'odeur forte du gaz anesthésique a inondé mes poumons. J'ai compté mentalement. 1, 2, 3. Tous les sons autour de moi se sont estompés. La lumière éblouissante du plafond s'est réduite à un point brillant et s'est éteinte d'un coup. Je suis tombée dans un sommeil profond. C'est à ce moment-là que j'ai officiellement commencé mon hospitalisation d'un demi-mois. Ce fut la période de plus grand silence et de réflexion pour analyser tout mon mariage des 3 dernières années. L'appendicectomie par laparoscopie s'est terminée à 6 heures du matin. On m'a transféré de l'unité de réanimation à une chambre d'hospitalisation dans le service de chirurgie. C'était une chambre spacieuse avec plusieurs lits articulés blancs. Mon lit était au fond, contre une baie vitrée qui donnait sur un patio avec un grand arbre aux feuilles rougeâtres. L'infirmière de garde a relevé les barrières en acier des 2 côtés de mon lit pour la sécurité. Puis elle a ajusté le drain abdominal connecté à un récipient en plastique sous le lit. Une poche d'antibiotiques pendait au porte-sérum, connectée à la perfusion de ma main gauche. Le premier jour après l'opération, l'effet de l'anesthésie s'est dissipé. Les 3 incisions de la laparoscopie sur mon abdomen commençaient à me lancer à chaque respiration. Je suis restée immobile dans le lit, les bras étendus le long du corps. À midi, le personnel de cuisine a amené les chariots dans le couloir et m'a servi au lit une purée de légumes douces, le régime prescrit pour les patients post-opératoires. Avec la main gauche limitée par la perfusion, j'ai utilisé la droite pour porter lentement chaque cuillerée à ma bouche. Après avoir terminé la purée, j'ai dévissé le bouchon de la bouteille d'eau sur la table de chevet. J'ai bu une petite gorgée et je me suis recouchée pour me reposer. La routine médicale se répétait mécaniquement. À 6 heures du matin, l'infirmière venait prendre ma tension et ma température. À 8 heures, le chirurgien passait pour vérifier les plaies. À 9 heures, l'aide-soignante changeait mes pansements. À 10 heures, on m'apportait mes médicaments oraux sur un plateau. À 12 heures, le déjeuner. À 14 heures, plus de médicaments par intraveineuse. À 18 heures, le dîner et la 2e tournée de pilules. Le temps s'est étiré interminablement pendant 15 jours. Dans les autres chambres, les patients avaient leurs conjoints, leurs enfants ou leurs parents qui s'occupaient d'eux jour et nuit.
Leur famille les aidait à aller aux toilettes, leur donnait à manger à la cuillère et leur massait les bras et les jambes quand ils avaient mal. Moi, j'étais toujours seule. Mon téléphone portable posé sur la table de chevet en métal restait complètement muet, sans un seul appel ni message de la famille de mon mari pour prendre de mes nouvelles. Julien avait terminé son voyage à Cannes au 3e jour de mon hospitalisation, mais il n'a pas montré le bout de son nez à l'hôpital. Ma belle-mère n'a pas non plus manifesté le moindre intérêt pour sa belle-fille hospitalisée. Le 14e après-midi, juste après que l'infirmière m'ait retiré la perfusion de la main gauche, l'écran de mon portable a clignoté, indiquant un nouveau message. J'ai pris le téléphone de la main droite et j'ai fait glisser mon doigt pour le déverrouiller. Le compte de Julien m'avait envoyé 2 messages d'affilée. Le premier disait « Je rentre demain. Va au marché acheter des fruits de mer frais pour faire une bouillabaisse. » La deuxième ligne est arrivée juste après. Au fait, le robot aspirateur ne marche pas, vérifie-le quand tu rentres. Pas une seule question sur ma santé, pas le moindre doute sur la raison de mon absence de la maison pendant un demi-mois. Julien supposait que je continuais d'aller travailler et que, bien sûr, je continuerais d'assumer mon rôle de cuisinière et de réparatrice d'appareils électroménagers, comme si c'était mon obligation sacrée. Je me suis adossée contre les oreillers surélevés et je suis restée à regarder les lettres sur le fond blanc de l'application de messagerie. Ce robot aspirateur dont il parlait était un appareil que j'avais acheté il y a 6 mois. Il a tendance à afficher une erreur et à s'arrêter lorsque le bac à poussière est plein ou lorsque la brosse inférieure est bloquée par des cheveux. Il suffit de retirer le bac, de le vider et d'enlever les cheveux emmêlés de l'axe pour qu'il fonctionne à nouveau parfaitement. Mais cet homme de 32 ans était incapable de lever le petit doigt à la maison. Il préférait m'envoyer des messages pour me donner des ordres à distance plutôt que de se pencher pour le nettoyer lui-même. J'ai déployé le clavier virtuel et j'ai tapé ma réponse, très lentement. D'accord, je sais. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai reposé le téléphone sur la table de chevet. Je voulais voir jusqu'où pouvait aller la limite de l'indifférence dans cette famille. Le matin du 15e jour à l'hôpital, l'horloge murale indiquait exactement 8 heures. C'était le 10 du mois. Au cours des 3 dernières années, depuis que j'étais légalement mariée à Julien, cela avait toujours été la date fixe pour effectuer une transaction financière très importante. 500 € de mon salaire mensuel étaient directement virés sur le compte BNP de Madame Rose à 8 heures précises le 10. C'était une sorte de pension volontaire que je m'étais imposée pour prendre soin de ma belle-mère, pour qu'elle ait de l'argent de poche pour s'acheter des vitamines à la pharmacie ou participer aux activités de son club de retraités du quartier. J'ai tendu la main, pris mon portable, l'ai déverrouillé et ouvert l'application de la Société Générale. La caméra frontale a scanné mon visage avec le scanner facial et le système a confirmé l'accès. L'interface principale est apparue avec le solde de mon compte épargne et de mon compte courant. J'ai cliqué sur l'historique des transactions et j'ai filtré par date du début de l'année jusqu'à aujourd'hui, m'éclaircissant la gorge face à la longue liste de changements de solde qui est apparue. Exactement tous les 30 jours, une ligne en rouge apparaissait, déduisant 500 €. Je mettais toujours le même libellé de virement détaillé. Versement pour les dépenses mensuelles de maman. Je me suis mise à examiner les anciennes transactions. En mars, ma belle-mère a utilisé cet argent pour s'acheter une robe de créateur à 100 € pour le mariage de la fille de sa meilleure amie. En mai, elle a payé sa cotisation pour partir en voyage à Nice avec l'association des femmes de son quartier. En août, elle s'est acheté des boîtes de gélules de collagène et de vitamines en pharmacie. Toutes ces dépenses personnelles étaient financées par l'argent que je lui envoyais chaque mois. Il n'y avait pas un centime de contribution du salaire de Julien. Je suis sortie de l'écran de l'historique et je suis revenue à la section des virements. Je suis allée à ma liste de bénéficiaires fréquents et j'ai sélectionné le compte au nom de Rose. L'écran a affiché son numéro de compte habituel à la BNP. Le curseur clignotait dans la case du montant par pure habitude. Au cours des 36 derniers mois, mon doigt aurait immédiatement tapé le chiffre 5 suivi de 2 zéros, mais aujourd'hui, mon index s'est arrêté à quelques millimètres du vert de l'écran. J'ai retiré ma main sans écrire aucun chiffre. J'ai regardé l'heure en haut. Il était 8h15. J'ai ouvert ces messages pour voir ma liste de contacts en ligne.
Le cercle vert brillant était allumé à côté de la photo de profil de ma belle-mère, indiquant qu'elle était connectée. Madame Rose avait l'habitude de se connecter sans arrêt à l'application de sa banque tous les matins du 10. Si 8h30 passait et qu'elle ne recevait pas la notification du virement, elle commençait à publier des statuts avec des sous-entendus sur ses réseaux sociaux sur l'égoïsme des gens qui abandonnent leurs aînés. Aujourd'hui, elle était connectée, attendant le son familier de la notification de la banque. J'ai fait glisser mon doigt de bas en haut pour fermer complètement l'application de la Société Générale. Et j'ai fait de même avec les messages. J'ai appuyé sur le bouton latéral pour éteindre l'écran. Les 500 € sont restés intacts sur mon compte personnel. J'ai laissé le téléphone face contre la table de chevet en métal et je me suis couverte avec la couverture blanche de l'hôpital jusqu'à la poitrine. À partir d'aujourd'hui, ce don volontaire était officiellement annulé. Interrompre cette transaction financière n'était pas un simple acte de vengeance impulsif, mais le premier pas de mon processus pour redéfinir les limites de mes responsabilités dans ce mariage. À 9h30 ce même matin, le chirurgien est entré dans ma chambre accompagné d'une infirmière qui poussait un chariot de soins. Le médecin a lu mon dossier et a vérifié mes constantes vitales des 3 derniers jours avant de m'informer que l'infection était complètement sous contrôle. Il a demandé à l'infirmière de me retirer les points des incisions laparoscopiques du nombril et de la fosse iliaque droite. J'ai remonté ma blouse d'hôpital pour découvrir mon abdomen. L'infirmière, avec des gants en latex, a utilisé une pince pour une compresse imbibée de bétadine marron jaunâtre et a bien nettoyé la zone des 3 orifices. Puis, avec des ciseaux médicaux courbes en acier, elle a soigneusement coupé chacun des nœuds du fil de nylon noir. J'ai senti une petite piqûre dans la peau chaque fois qu'elle tirait sur le fil pour le retirer de mon corps. Après avoir retiré 5 points, l'infirmière m'a mis 3 pansements imperméables. Terminant ainsi la procédure, je me suis assise et j'ai enfilé ma blouse. À l'endroit où se trouvait le drain, retiré il y a quelques jours, suintait encore un peu de liquide rosé qui avait taché le tissu de ma blouse d'une teinte jaunâtre. J'ai ramassé les vêtements sales que je venais d'enlever avec une bassine en plastique bleu et je suis allée aux toilettes communes au fond du couloir. J'ai mis la bassine dans le lavabo en porcelaine blanche et j'ai ouvert le robinet d'eau froide pour la remplir. En utilisant un pain de savon de Marseille qui était sur l'étagère, j'ai frotté avec force les taches de sang séché incrustées dans le tissu. J'ai frotté le vêtement contre lui-même, récurrent sans arrêt jusqu'à ce que la mousse du savon devienne complètement blanche. J'ai tout rincé 3 fois à l'eau claire. J'ai essoré les vêtements en serrant fort et je les ai emmenés sur le balcon de la chambre pour les étendre sur un séchoir en métal. En revenant au lit, j'ai pris mon portable pour le vérifier. Pendant que je lavais le linge, Julien avait publié quelque chose de nouveau sur son réseau social. J'ai cliqué sur la notification et j'ai vu la publication d'il y a 15 minutes. La photo était prise au rez-de-chaussée des Galeries Lafayette. Ma belle-mère portait une robe rouge très voyante avec un imprimé floral et tenait un énorme sac en papier avec le logo de Mage. Elle posait à côté d'une fontaine artificielle. Julien était à ses côtés avec un polo blanc, des lunettes de soleil sombre, une main dans la poche de son jean et l'autre passée sur l'épaule de sa mère. Le texte qui accompagnait la photo disait clairement « J'emmène la reine-mère faire du shopping pour qu'elle se détende ce week-end, les femmes sont faites pour être choyées. » Sous la photo, une avalanche de commentaires d'amis et de connaissances faisant l'éloge de Julien pour être un si bon fils qui sait prendre soin de sa famille. J'ai fait glisser mon pouce sur l'écran pour lire chaque ligne. Julien était prêt à dépenser de l'argent en articles chers pour gagner les faveurs de sa mère, utilisant cette image pour se créer une façade d'homme accompli sur les réseaux sociaux. Et pendant ce temps, sa femme légitime, qui venait de subir une opération d'urgence qui a mis sa vie en danger, devait laver à la main ses propres vêtements ensanglantés dans les toilettes d'un hôpital. La déception accumulée de 3 ans en tant que belle-fille s'était transformée en un état d'insensibilité absolue. Je suis sortie du réseau social et j'ai directement supprimé l'icône de mon écran d'accueil. À 11h du matin, la surveillante des infirmières m'a appelé au comptoir du couloir pour me remettre la facture et procéder à ma sortie. J'ai pris le dossier et je suis descendue en ascenseur à la zone d'admission du rez-de-chaussée. J'ai présenté ma carte AXA au guichet 3. J'ai attendu pendant que le système calculait les frais.
Le coût total pour les 15 jours d'hospitalisation, qui incluait la chirurgie laparoscopique, les antibiotiques par intraveineuse, le lit, les services et les analyses biochimiques, s'élevait à près de 3 000 €. Après application de la couverture de mon assurance privée, le reste à charge que je devais payer en tant que patiente était de 500 €. J'ai ouvert l'application de la banque, scanné le code de la facture et effectué le virement pour régler le paiement. L'employé a tamponné la facture avec un cachet rouge, payé, m'a rendu ma carte et m'a remis le rapport de sortie d'hôpital avec la signature du directeur médical. J'ai rassemblé toutes mes affaires et mon sac. J'ai mis le même survêtement noir que je portais la nuit où je suis allée aux urgences. J'ai chaussé mes baskets en toile et je suis sortie par la porte de l'hôpital. J'ai levé la main pour arrêter un taxi qui déposait un client. Je suis montée et j'ai donné l'adresse de mon appartement à la Défense. Le chauffeur a allumé le compteur et nous avons pris le périphérique. 20 minutes plus tard, la voiture s'est arrêtée devant le portail de l'immeuble 73. J'ai payé en espèces, je suis descendue, je suis entrée dans le hall et j'ai pris l'ascenseur jusqu'au 12e étage. J'ai marché dans le couloir que je connaissais si bien. En arrivant devant la porte de mon appartement, j'ai posé mon index sur le lecteur d'empreintes de la serrure électronique. La serrure a émis un bip et le pêne en acier s'est rétracté automatiquement. J'ai poussé la porte et je l'ai ouverte. Une forte odeur d'humidité mélangée à de la nourriture avariée m'a frappé de plein fouet. La première chose que j'ai vue fut le chaos absolu du salon. Le tapis beige sous la table basse avait des dizaines d'empreintes de chaussures de sport de taille 42 pleines de boue séchée. Julien était entré dans la maison en marchant directement avec ses chaussures de ville. Sur le parquet, il y avait des coquilles de graines de tournesol mâchées partout, s'étendant du bord du tapis jusqu'au pied de la télévision. Le cendrier en verre de la table débordait de mégots et de cendres grises qui tombaient sur la surface en verre. Je suis entrée et j'ai dirigé mon regard vers le canapé en cuir. Exactement au même endroit où je m'étais tordue de douleur la nuit avant d'aller aux urgences, il y avait un tas de linge propre en désordre. C'étaient les chemises, les pantalons de ville de Julien et mes vêtements que j'avais lavés et étendus sur le balcon avant d'aller à l'hôpital. Au lieu que tout soit plié et rangé dans les armoires, quelqu'un l'avait ramassé en boule et l'avait jeté sans plus de cérémonie dans un coin du canapé. Dans la cuisine ouverte sur le salon, l'évier était plein à craquer. Les bols profonds avec des restes de nouilles instantanées avaient une couche de graisse orangée solidifiée flottant dans l'eau stagnante. Mon appartement de 80 mètres carrés, que je nettoyais tous les jours, s'était transformé en une énorme décharge en seulement un demi-mois sans la main d'une femme. Marchant sur les coquilles de graines de tournesol, je me suis approchée de la télévision. Madame Rose était affalée dans un fauteuil de massage haut de gamme d'une valeur d'environ 3 000 €, un cadeau que Julien lui avait fait au début de l'année. Le bruit des rouleaux mécaniques montant et descendant le long de son dos et de ses épaules s'entendait sans cesse. La télévision de 65 pouces diffusait un feuilleton de TF1 à une heure de grande écoute. Le volume était à 30 et résonnait dans toute la pièce. Madame Rose portait un pyjama en soie couleur bordeaux, les jambes étendues, recevant la pression des airbags de la machine. De la main droite, elle prenait des graines de tournesol dans une soucoupe, les mettait dans sa bouche et crachait tranquillement les coquilles directement sur le sol. En entendant mes pas, elle a tourné la tête et m'a regardé du coin de l'œil. Dès qu'elle m'a vu entrer avec mon sac, elle a baissé l'intensité de la vibration avec la télécommande et a dit d'une voix imposante, « Où as-tu traîné à ne rien faire pendant ce demi-mois ? Tu n'as même pas la décence de te montrer, laissant la maison dans un tel état. » Mon Julien passe toute la journée à travailler pour ramener l'argent et quand il rentre à la maison, il n'a pas un plat décent à manger, il doit se débrouiller avec des soupes en sachet. Quel genre d'épouse es-tu pour ne pas savoir prendre soin de ton mari et entretenir le foyer ? Je suis restée immobile, la main gauche croisée sur le bas-ventre, protégeant les 3 pansements sous mes vêtements. J'ai attendu qu'elle ait fini de parler, sans lui répondre, j'ai tenté de me retourner pour aller dans ma chambre. Voyant que je ne disais rien, Madame Rose a éteint brusquement le fauteuil de massage, a sorti ses jambes de la machine, s'est levée d'un bond et est venue vers moi. Pointant du doigt vers la cuisine dégoûtante, elle m'a ordonné d'une voix stridente, « Ne me fais pas cette tête d'enterrement. Pose ton sac, retrousse tes manches et nettoie ce champ de bataille tout de suite. Balaie et lave le sol et mets-toi à cuisiner. »
Julien vient d'appeler pour dire qu'il a invité 3 de ses amis à boire un verre à la maison ce soir. Madame Rose a mis une main sur la hanche, a frappé la table en verre de l'autre et a continué à donner des ordres. Quand tu auras fini de nettoyer, prends le chariot et va directement au marché. Achète-moi 2 beaux loups de mer frais d'1 kilo chacun. D'un ton exigeant, elle a ajouté, dis aux poissonniers de bien les nettoyer, d'enlever les écailles et tout le noir des entrailles, de leur faire quelques entailles sur le dos pour les faire au four avec des pommes de terre et des oignons. Achète aussi des olives et un bon jambon de Bayonne pour qu'ils aient quelque chose à grignoter. Et quand tu auras fini, va au supermarché du coin et ramène 2 packs de bière Kronenbourg bien fraîche. Après m'avoir débité sa liste de tâches, Madame Rose est retournée à son fauteuil de massage, a augmenté le volume de la télévision de quelques crans et a continué à regarder son feuilleton. D'un geste de la main, elle a jeté au sol les restes de coquilles qui étaient restés sur le siège. Elle s'est allongée et a fermé les yeux pour continuer à en profiter. J'ai regardé l'évier plein de graisse et le sol couvert de détritus. Nettoyer tout ça, plus aller au marché, préparer le poisson et servir les amis de Julien, nécessitait l'énergie d'une personne en parfaite santé. Avec 3 incisions fraîchement débarrassées de leurs poings, il y a à peine quelques heures, tout étirement ou flexion brusque signifiait courir le risque que mes plaies s'ouvrent. J'ai détourné le regard, j'ai serré fort la lanière de mon sac, sans me presser et sans répliquer un seul mot. J'ai traîné lentement les pieds, évitant le tas de vêtements froissés sur le canapé, jusqu'à la porte de ma chambre principale. La porte était entr'ouverte. J'ai poussé la poignée et je suis entrée. Contrairement au désastre du salon, l'air de la chambre sentait fort la sueur rance mélangée à une eau de Cologne bon marché pour hommes. Sur le lit de 2 mètres, le draps gris était complètement tordu, en boule dans un coin. La couette d'été était froissée, la moitié sur le lit et l'autre moitié touchant le sol. Sur le parquet, il y avait 2 chaussettes noires jetées, chacune de son côté, et une ceinture en cuir en travers de la chaise de la coiffeuse, dont la boucle métallique heurtait le miroir, faisant du bruit avec la brise de la climatisation. Les 2 portes de l'armoire étaient grandes ouvertes et les vêtements de Julien étaient tout en désordre, tombant des étagères. Je me suis approchée du lit. J'ai laissé tomber mon sac en cuir sur le matelas et j'ai ouvert la fermeture éclair. J'ai sorti le dossier avec tout mon historique médical. À l'intérieur se trouvait l'échographie, l'analyse de sang et une très longue facture de l'hôpital. Par-dessus tout, il y avait mon rapport de sortie d'hôpital au format A4. Il était imprimé à l'encre noire. Dans le coin supérieur gauche figurait le nom de l'hôpital universitaire Rabelais. En dessous, mon nom complet, la date d'admission à l'aube du 4 octobre et la date de sortie à midi le 19 octobre. Dans la section diagnostic, on pouvait lire clairement « appendicite aiguë avec risque de perforation ». Dans la section traitement, « appendicectomie laparoscopique d'urgence ». Dans le coin inférieur droit, la signature originale au stylo bleu du chirurgien et le sceau de l'hôpital. J'ai pris cette feuille en particulier, j'ai lissé les bords et je l'ai placée parfaitement centrée sur la table de chevet où Julien laisse toujours son portable. Ensuite, j'ai sorti un pyjama propre du tiroir et je suis allée à la salle de bain. Je me suis changée, je suis sortie, je me suis allongée sur le côté sur le bord libre du lit et je me suis couverte avec la fine couverture jusqu'à la taille. Le temps a passé et l'horloge a sonné 18h30. Le bruit de la serrure électronique s'est fait entendre depuis l'entrée, annonçant que quelqu'un avait posé la bonne empreinte. La porte en bois s'est ouverte et s'est refermée en claquant, faisant trembler le mur. Les pas de quelqu'un en chaussures ont résonné sur le parquet en entrant dans le salon. Julien était rentré du travail. Il a jeté sa mallette en cuir sur la table en verre et a crié depuis le salon. « Sophie, où es-tu ? Le repas est prêt ? Il est 18h30. À 19h, Charles, Marc et Hugo arrivent. Tu as déjà mis les loups de mer au four comme te l'a demandé ma mère ? Ne recevant aucune réponse, Julien, frustré, a marché à grandes enjambées vers la porte de la chambre, desserrant sa cravate bleue et me regardant avec des yeux exorbités alors que je restais allongé, immobile, sur le lit. Il avait le visage rouge et empestait la bière mélangée à une sueur aigre. Il m'a crié, « Qu'est-ce que tu fais là, à traîner comme une fainéante ? Ma mère m'a dit qu'elle t'avait ordonné de nettoyer et de cuisiner depuis cet après-midi. Pourquoi la cuisine est-elle froide ?
Tu veux me ridiculiser devant mes collègues? Je suis restée allongée sur le côté sur le matelas sans broncher. Mes yeux se sont lentement dirigés vers la table de chevet, où la feuille de sortie format A4 avec le sceau rouge reposait, parfaitement éclairée par la faible lumière de la lampe. Le regard de Julien a suivi ma direction. Il a froncé les sourcils et a fait 2 pas vers la table de chevet. Il a tendu sa grande main et a saisi la feuille A4. Il l'a levée à hauteur des yeux et a plissé la vue, un peu brouillée par l'alcool, pour lire les lignes imprimées. Son regard est descendu du logo de l'hôpital à mon nom. Son index s'est arrêté sur le texte qui disait « Appendicite aiguë. Appendicectomie laparoscopique d'urgence ». La signature en bleu et le sceau ont attiré son attention. La période d'hospitalisation allait de l'aube du 4 au 19 octobre. Cela coïncidait exactement avec les jours où j'avais été absente de la maison. La couleur du visage de Julien a changé rapidement, passant du rouge Rubicon de l'alcool à une pâleur spectrale due à la surprise. Il a baissé le papier et est resté bouche bée, me fixant. La main avec laquelle il tenait la feuille tremblait légèrement, faisant vibrer le papier. Cependant, cet étonnement et cette confusion n'ont duré que quelques secondes. Au lieu de baisser le ton pour me demander des nouvelles de mes blessures ou s'excuser pour son abandon absolu des 2 dernières semaines, l'orgueil blessé d'un macho égocentrique a rapidement refait surface. Son visage a de nouveau rougi, il a serré la mâchoire et les veines de son front se sont marquées. Il a froissé le bord du papier et l'a frappé avec force contre le matelas juste à côté de moi. Il a mis les mains sur les hanches et m'a crié avec un ton d'indignation totale. « Tu te fais opérer de l'appendicite et tu n'es même pas capable d'ouvrir la bouche pour me le dire? Tu passes un demi-mois à l'hôpital à te morfondre avec quelques coupures sur le ventre et tu te tais comme une tombe. Tu fais ça juste pour m'embêter, n'est-ce pas ?» Julien a commencé à faire les 100 pas au pied du lit, pointant vers le salon et lâchant une avalanche d'excuses et de reproches. « Tu fais ça pour me donner une leçon? » Non, ce matin, je me vantais auprès de mes collègues que ma femme prépare les meilleurs loups de mer au four. Ce soir, j'avais invité les collègues et en ce moment même, Charles et Hugo sont au bar du coin, attendant que je leur dise de monter. Tu laisses la maison dégoûtante comme une porcherie, la cuisine vide, où est-ce que je me cache maintenant? J'ai maintenu ma position sur le côté, sans me lever pour discuter ni verser une seule larme. J'ai utilisé ma main gauche pour remonter le drap jusqu'à ma poitrine et couvrir mon abdomen bandé. Les accusations absurdes de Julien ne m'ont pas surprise le moins du monde. Quand une personne est habituée à placer son ego au-dessus de la vie des autres, tout argument qu'elle sortira ne tournera qu'autour de son propre nombril. Julien s'est arrêté au pied du lit. Il a donné un coup de pied dans sa chaussette sale, la projetant contre le mur. Il a sorti le téléphone de la poche de son pantalon, a composé un numéro et est sorti dans le couloir du salon. On a entendu sa voix en colère. « Salut Hugo, j'ai eu un imprévu à la maison. Ma femme est malade et n'a rien pu préparer. Allez boire un coup entre vous. Je dois régler quelques affaires de famille. » Julien a raccroché, a jeté le téléphone sur la table en verre et s'est laissé tomber sur le canapé en cuir, soufflant comme s'il était la grande victime. Ses cris ont résonné dans le salon et ont réveillé Madame Rose. Elle s'est levée du fauteuil de massage et a rapidement enfilé des pantoufles en plastique bleu pour marcher dans la maison. Ses pas traînants ont résonné dans le couloir alors qu'elle courait vers notre chambre. En voyant son fils assis, frustré sur le canapé et le rapport de sortie jeté sur le lit à côté de moi, Madame Rose a tendu la main et a pris le papier. Elle l'a lu par-dessus, a fait un geste de mépris avec les lèvres et l'a de nouveau jeté au pied de mon lit. Elle s'est plantée au milieu de la pièce, les bras sur les hanches et bombant le torse, se moquant de moi. Je pensais que c'était une tragédie mondiale et il s'avère que c'était une opération de l'appendicite. On te coupe ça en 15 minutes et c'est fini. Pourquoi tant de drame à disparaître pendant un demi-mois? À mon époque, quand j'ai accouché de Julien au village, le lendemain de l'accouchement et de la coupe du cordon ombilical, j'ai dû retrousser mes manches, prendre la houe et partir travailler au champ en Bourgogne. Dans la boue jusqu'aux genoux, sous 38 degrés de chaleur, la peau craquelée par le soleil, et je ne me suis pas plainte une seule fois. Et toi, qui vas dans une chambre privée d'hôpital avec la climatisation pour qu'on te fasse 3 petites coupures de la taille de l'ongle du gros orteil, tu rentres à la maison pour jouer les martyrs devant ton mari.
Madame Rose a fait une pause. Elle a regardé du coin de l'œil le tas de linge sale par terre et a rapidement changé de sujet pour celui qui lui importait vraiment. Elle s'est approchée de la tête de lit, a frappé avec ses phalanges sur ma table de chevet en métal et a exigé d'un ton autoritaire. Je ne parle plus d'opération et de chirurgie. Ce que je veux savoir maintenant, c'est où est mon argent. Aujourd'hui, on est le 10. Depuis ce matin, je suis collée à mon téléphone à vérifier la banque des dizaines de fois et le virement de 500 € n'est pas arrivé comme chaque mois. Tu caches de l'argent et tu coupes ce que tu me dois? Non. Avant que je puisse répondre, Madame Rose a exposé tous ses projets de dépenses. Prends ton téléphone tout de suite et fais-moi le virement à la BNP. Demain après-midi, l'association des femmes clôt la liste pour louer un minibus pour partir en excursion dans le massif de la Chartreuse. Je dois payer 150 € pour le gîte rural, plus l'argent pour les repas, sans parler du fait que je dois m'acheter un t-shirt identique à celui de mes amis pour la photo de groupe à la montagne. Elles ont toutes déjà payé leur part depuis le début du mois. Si je n'ai pas d'argent maintenant, elles vont se moquer de moi et diront que j'ai une belle-fille radine et misérable. J'ai gardé un calme absolu. Les cris de ma belle-mère exigeant de l'argent pour ses vacances, ajoutés au reniflement de Julien pour avoir été privé de sa soirée bière, formaient une symphonie assourdissante dans cette chambre sens dessus-dessous. L'impudence de cette famille avait atteint son paroxysme, piétinant sans scrupule ma propre vie. Pour eux, moi, une personne qui venait d'échapper à la mort par une péritonite imminente, je ne valais même pas un voyage à la campagne avec ses amis, ni quelques bières au bar d'en bas. Je n'ai pas regardé Madame Rose, ni le salon où était assis Julien. J'ai fermé les yeux lentement et j'ai contrôlé ma respiration, la rendant profonde et rythmée. Tout était très clair. Ma patience et mon dévouement des 3 dernières années avaient été drainés jusqu'à la dernière goutte. J'ai remonté le drap jusqu'à mon cou, je me suis blottie dans un coin du lit en silence et j'ai commencé à planifier tout ce que j'allais faire le lendemain. Le lendemain matin, 20 octobre, l'horloge murale indiquait 7 heures. Le soleil entrait à travers les rideaux de la chambre. J'ai retiré le drap et je me suis assise en tenant mon abdomen de la main gauche pour aller directement à la salle de bain. J'ai pris le flacon de bétadine, j'en ai mis un peu sur un coton et j'ai nettoyé soigneusement autour des coupures. Je me suis mis 3 nouveaux pansements résistants à l'eau. Je me suis habillée avec des vêtements confortables d'intérieur, j'ai mis mes pantoufles et je suis sortie. Le salon était tout aussi chaotique que la veille. Les coquilles de graines de tournesol étaient toujours là, intactes. Je suis allée à la cuisine, j'ai complètement ignoré la pile d'assiettes grasses, j'ai fait chauffer de l'eau et je me suis préparé un bol de flocons d'avoine instantané. Je suis sortie sur le petit balcon, je me suis assise à la petite table et j'ai déjeuné lentement, cuillerée par cuillerée. À 9 heures du matin, on a entendu la porte de la chambre. Julien est sorti, les cheveux en désordre, se frottant les tempes. Il est allé directement à la cuisine et a ouvert le frigo en fouillant. Ne trouvant rien de préparé pour le petit déjeuner, il a claqué la porte du frigo avec frustration. En entendant le bruit, Madame Rose est sortie de l'autre chambre en bâillant largement. En me voyant déjeuner sur le balcon, elle a commencé à me critiquer. Tu es là à manger et tu n'es même pas capable de préparer quelques toasts pour ton mari et ta belle-mère. On te fait 3 trous et tu te prends déjà pour la reine de France, nous laissant mourir de faim. Julien est retourné au salon, s'est servi un verre d'eau, l'a bu d'un trait et s'est soudain souvenu de la chose la plus importante de la journée. Il a posé le verre avec force sur la table et est venu vers moi avec un air hostile. Il s'est arrêté, bloquant la sortie du balcon, a croisé les bras sur sa poitrine et m'a interrogé à voix haute. Oublie le petit déjeuner. Aujourd'hui, on est déjà le 20. Pourquoi les 500 € de mes parents ne sont pas arrivés? Même si tu étais hospitalisé, ça prend 1 minute d'ouvrir l'application et de faire le virement. Non, cet après-midi, ma mère doit payer pour le voyage à la montagne. Prends ton téléphone tout de suite et vire-lui les 500 € à la BNP. Allez, vite, ne tourne pas autour du pot. J'ai laissé le bol vide sur la table en bambou du balcon et je me suis essuyé la bouche avec une serviette. Je me suis levée, je suis passée devant Julien et je me suis dirigée vers un meuble d'appoint avec des tiroirs dans le coin du salon. J'ai ouvert le premier tiroir et j'ai sorti un classeur rigide bleu.
Je l'ai ouvert et j'ai sorti un document format A4 que j'ai fermement saisi de ma main droite. Je me suis retournée, j'ai marché jusqu'à me retrouver face à face avec Julien et j'ai regardé fixement ce visage renfrogné qui m'exigeait de l'argent. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas élevé la voix, ni ne lui ai rien reproché. J'ai levé le papier A4 à hauteur des yeux de Julien. En haut, en lettres majuscules, on pouvait lire clairement l'entête judiciaire et juste en dessous, le titre en police de taille 20, demande de divorce par consentement mutuel. Dans le coin inférieur droit, ma signature au stylo bleu était déjà apposée de manière impeccable. J'ai souri tranquillement. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai prononcé exactement ces mots. Julien est resté pétrifié, les yeux écarquillés, le regard fixé sur le titre imprimé du papier. Ses bras croisés sont tombés, inertes, le long de son corps. Il a ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais n'a réussi à articuler aucun son. Toute sa prétention et son agressivité ont complètement disparu, remplacées par une stupeur absolue. Madame Rose, qui était à côté de la télévision, est restée muette, fixant le papier blanc que je tenais dans ma main. Tout l'appartement a été plongé dans un silence de mort. Voyant que Julien était toujours paralysé, j'ai laissé la demande de divorce sur la table en verre. J'ai de nouveau ouvert le classeur bleu et j'ai sorti une épaisse liasse de feuilles agrafées dans le coin gauche. C'était l'extrait détaillé de mon compte de la Société Générale des 36 derniers mois, où j'avais moi-même souligné au marqueur jaune fluorescent toutes les transactions importantes. J'ai jeté la liasse de papier avec force sur la table, à côté de la demande de divorce. Le son des feuilles frappant le verre a retenti, sec et percutant. J'ai pointé la première page de l'extrait et j'ai parlé d'une voix claire, en marquant chaque syllabe. Regarde bien les lignes surlignées en jaune. Au cours des 3 dernières années, depuis le jour où nous nous sommes mariés, j'ai viré un total de 18 000 € en espèces directement sur le compte BNP de ta mère. 500 € par mois, sans manquer un seul centime, sans un seul jour de retard, comme si c'était une pension fixe. Je suis passé à la 3e page et j'ai pointé un virement de janvier de l'année dernière. 28 décembre. 1200 € virés à une entreprise de transport. La location d'un van Mercedes sprinté pour ramener toute ta famille au village en Bourgogne pour passer Noël et voir les grands-parents. Tout est sorti de ma carte. Sans laisser à Julien le temps de réagir, j'ai continué à tourner les pages rapidement. Mon index appuyait avec force sur chaque chiffre imprimé en noir sur blanc. En mars, il y a 2 ans, j'ai viré 1500 € pour acheter à ta mère cette robe de créateur exclusive pour aller à un mariage. Le 15 de chaque mois, virement automatique de 50 € pour acheter les médicaments pour la tension de ton père au village. En juin de l'année dernière, j'ai payé 1000 € de matériaux et de maçons pour réparer le toit de la maison de ta famille au village. J'ai aussi sorti une facture médicale qui était agrafée à la fin et je l'ai mise sous le nez de Julien. Et même quand ton père a été opéré des calculs rénaux, ces 2000 € de la clinique privée, c'est moi seul qui les ai payés. En passant ma carte à la réception le jour de sa sortie. J'ai reculé d'un pas, j'ai croisé les bras sur ma poitrine et j'ai regardé fixement les yeux vitreux et effrayés de Julien. Au total, toutes les dépenses destinées uniquement et exclusivement à ta famille au cours de ces 3 ans s'élèvent à plus de 25 000 €. Tout cet argent est sorti des économies que j'avais avant de me marier et de mon propre salaire mensuel. Ta famille m'a exploité sans pitié, me traitant comme un distributeur automatique. Et pourtant, quand j'étais sur un brancard aux urgences, sur le point de me faire opérer, ta mère a été agacée que j'appelle et toi, tu as éteint ton téléphone pour continuer à boire. Ces 25 000 €, je les considère comme bien payés pour la leçon d'avoir été si stupide. L'épais relevé bancaire reposait sur la table avec des chiffres si clairs que personne ne pouvait les contester. Julien regardait les papiers tandis que sa poitrine se soulevait et s'abaissait rapidement. Il a pris plusieurs grandes respirations pour retrouver son calme. L'orgueil d'un macho ne lui permettait pas de s'avouer vaincu devant sa mère. Il a levé la main droite, me pointant du doigt, et s'est défendu en criant. « Ne viens pas me faire peur avec tes relevés ridicules. Tu crois que tu es la seule à avoir de l'argent? Mon salaire dans l'entreprise est de 2500 € par mois. Tu crois que je les jette par les fenêtres? Moi aussi, j'investis tout dans cette maison pour maintenir ton niveau de vie luxueux.
En entendant son fils se défendre, Madame Rose s'est rapidement jointe à lui, applaudissant avec force. Exactement. Mon Julien se tue au travail pour ramener de l'argent pour que tu vives comme une reine et maintenant tu viens compter les centimes à ta belle famille. J'ai éclaté d'un rire audible. Un rire qui est sorti de ma gorge, chargé de pur sarcasme. J'ai mis la main dans la poche de mon survêtement, j'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert le fichier Excel où je tiens la comptabilité détaillée de toutes les dépenses familiales. L'écran montrait toutes les colonnes de revenus et de dépenses. J'ai levé l'écran devant les visages de la mère et du fils et j'ai parlé sèchement. Dans quoi utilises-tu tes 2500 €? Tu crois que je ne le sais pas? 400 € par mois que tu paies à la banque pour le prêt de la Renault Mégane immatriculée à Paris pour que ton père la conduise au village. 150 € par mois pour payer en plusieurs fois ce fauteuil de massage haut de gamme où ta mère se prélasse si confortablement. Et les 1000 € restants, tu les brûles en factures de bar, en tournée de Cronenbourg, en taxi et en vêtements de marque et parfums chers pour tes potes. J'ai tapoté le verre de la table avec mes phalanges, pointant un tas de factures sous le verre. Regarde ça. Qui paie les 900 € par mois de l'hypothèque de cet appartement? Moi. Les charges de copropriété, 150 € de plus. Qui les paie? Les factures d'électricité, 100 € par mois. L'eau, Internet. Qui valide le paiement avec le téléphone? Et toutes les courses au supermarché qui coûtent environ 600 € par mois. Qui passe la carte? Mon salaire de 3500 € par mois supporte absolument toutes les dépenses de base de ce foyer, en plus d'entretenir ta famille. J'ai regardé fixement Julien, détruisant son dernier masque. Tu joues au chef de famille, portant des vêtements de marque et donnant des leçons de morale sur les réseaux sociaux, mais la réalité, c'est que tu ne contribues pas d'un centime au plat que tu mets sur la table tous les jours. Ton salaire ne sert qu'à nourrir ton ego et à permettre à ta mère de se vanter de toi auprès des voisines. Tu n'as pas un sous-vaillant, Julien. Le visage de Julien est passé de pâle à rouge comme une tomate. Il bougeait les lèvres, cherchant un argument pour me contredire, mais les chiffres des revenus et des dépenses étaient si évidents et réels qu'ils l'ont laissé sans voix. Madame Rose, voyant que son fils n'avait aucune échappatoire, a fait un pas en avant d'un air de défi. Elle m'a pointé du doigt et a crié, s'éclaircissant la gorge. Ne te crois pas supérieur juste parce que tu gagnes plus d'argent. Quand tu as épousé mon fils et que tu es entré dans cette famille, ton argent est devenu l'argent de sa famille et tes biens sont devenus des biens communs. Cet appartement appartient aussi pour moitié à Julien. Ne crois pas que tu vas pouvoir nous mettre dehors à coups de pied. En entendant sa mère, Julien s'est accroché à cette bouée de sauvetage et s'est enhardi pour me menacer. Ma mère a raison. Je ne signerai pas ce divorce. Si on va au tribunal, cet appartement de 400 000 € devra être partagé en deux. Tu ne garderas pas tout pour toi. Je n'ai accordé aucune importance à ces cris. Je me suis retournée, je suis entrée dans la chambre principale, j'ai ouvert la porte de l'armoire, j'ai tapé le code et j'ai ouvert le coffre-fort électronique noir qui se trouvait dans un coin. De l'intérieur, j'ai sorti l'acte de propriété et la note simple du registre. Avec les documents officiels en main, je suis sortie au salon et je les ai jetés avec force sur la table, juste à côté du papier du divorce. L'acte officiel avec les sceaux du registre de la propriété était à la vue de tous. J'ai ouvert la deuxième page et j'ai pointé avec mon index directement la ligne imprimée en gras. J'ai lu à haute voix pour que tous deux l'entendent parfaitement. Titulaire de la pleine propriété, Sophie. Date d'enregistrement, 20 avril. J'ai fermé l'acte et j'ai regardé Julien avec une froideur glaciale. Ouvre bien les yeux et regarde. La date imprimée sur cet acte est exactement 6 mois avant que nous signions les papiers du mariage le 18 octobre. Cet appartement du 12e étage du bâtiment C3 est un bien propre acquis avant notre communauté de biens. Dans le document de divorce que tu as là, dans la section du partage des biens, j'ai déjà spécifié clairement, sans bien commun à partager. Selon les dispositions du Code civil sur les biens propres antérieurs au mariage, tu n'as pas le moindre droit sur cette propriété. Julien s'est jeté sur les actes pour les examiner. La date de naissance, mon numéro de carte d'identité et la date du notaire étaient gravés de manière indéniable. Tout ce que je venais de dire était la vérité absolue.
Les mains de Julien ont commencé à trembler, faisant tomber le document sur la table. Je l'ai remis dans mon dossier et je lui ai donné un ultimatum définitif. À partir du mois prochain, je cesserai de payer toute dépense pour toi. Cet après-midi, votre limite est 17 heures. J'exige que vous ramassiez tous les deux tous vos vêtements, chaussures et affaires personnelles et que vous sortiez par cette porte. Le fauteuil de massage, louez une camionnette et emportez-le. Après 17 heures, j'ai appelé un serrurier pour changer la serrure principale. Et m'éclaircissant la voix, j'ai ajouté, si vous décidez de vous barricader et de ne pas sortir, j'appellerai la police nationale pour violation de domicile. Après avoir dit cela, j'ai pris mon sac avec mon dossier médical et mes actes de propriété. Je me suis retournée, j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée, j'ai enlevé le verrou, je suis sortie dans le couloir et je les ai laissés là, plantés au milieu de tous ces détritus dans le salon. Dès que la porte en bois s'est refermée derrière moi, je suis restée quelques instants dans le couloir, le dos appuyé contre le mur de pierre pour reprendre mon souffle. La zone des points de suture m'a pincé parce que j'avais bougé trop vite. De l'intérieur de l'appartement, on a commencé à entendre le fracas d'objets se brisant sur le sol, puis les hurlements assourdissants de Madame Rose ont traversé la porte blindée, résonnant dans tout le couloir du 12e étage. Elle est sortie en courant de la maison, a jeté ses pantoufles en plastique par terre et s'est assise brusquement sur la moquette rouge du couloir. Elle a commencé à frapper le sol avec ses mains sans arrêt, montant un scandale pour se victimiser. Au secours, voisins! Sortez tous voir! La belle-fille ingrate qui se prend pour une reine parce qu'elle a de l'argent et qui met sa belle-mère à la rue. Elle a volé les efforts de mon fils pour acheter la maison et maintenant elle nous met tous les deux dehors. Quelques portes de voisins se sont entr'ouvertes. Les gens curieux ont passé la tête et les murmures ont commencé. Julien est sorti de la maison, a pris sa mère par le bras pour essayer de la relever, mais elle s'est agrippée au sol de toutes ses forces, criant qu'elle allait appeler le syndic de l'immeuble pour qu'il fasse justice. J'ai sorti mon téléphone portable, déverrouillé l'écran, composé le 17 et appuyé sur appeler. 10 secondes plus tard, un opérateur de la police nationale a répondu. J'ai approché le téléphone de ma bouche et j'ai donné tous les détails clairement. Je m'appelle Sophie. Je suis la propriétaire du logement au 12e étage du bâtiment CT3 à La Défense. En ce moment, 2 personnes violant mon domicile, cassent des choses à l'intérieur et troublent l'ordre public devant ma porte. Je demande que vous envoyiez une patrouille pour intervenir et dresser un procès-verbal. L'opérateur a confirmé les informations et a promis d'envoyer une patrouille dans les 15 minutes. Exactement 15 minutes plus tard, les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. 2 agents de la police nationale dans leurs uniformes réglementaires sont apparus, marchant rapidement vers l'attroupement. L'agent responsable s'est approché, a demandé aux curieux de se disperser et de fermer leurs portes par sécurité. L'autre agent s'est approché de Madame Rose, qui était toujours par terre, et lui a demandé d'un ton sévère, qui est la personne qui a appelé pour signaler l'altercation. Je demande une pièce d'identité à toutes les personnes présentes. J'ai fait un pas en avant avec mon sac, j'ai sorti ma carte d'identité, l'acte de propriété et je les ai remis en main propre à l'agent. Je lui ai expliqué l'origine du conflit et je lui ai demandé de protéger mes droits sur la propriété. L'officier a examiné minutieusement le sceau du registre et les dates, et a comparé mon visage avec ma pièce d'identité, confirmant la légalité des papiers. Après cela, il s'est tourné vers Julien et Madame Rose, leur donnant un ordre tranchant. Cette propriété appartient uniquement et exclusivement à Madame Sophie. Je vous demande de cesser immédiatement ce scandale dans les parties communes, d'entrer dans le logement, de récupérer vos effets personnels et de quitter les lieux sur ordre de la propriétaire. Si vous refusez, nous procéderons à l'expulsion par la force et à la sanction correspondante pour trouble à l'ordre public. En entendant parler d'expulsion, Julien est devenu blanc. Son ego en carton-pâte ne lui permettait pas de continuer à discuter devant l'autorité. Il s'est baissé, a attrapé sa mère, qui continuait de pleurnicher de manière pathétique, et l'a traînée à l'intérieur de l'appartement. Sous le regard attentif des 2 agents de police, Julien a sorti 2 énormes valises de l'armoire. Il a commencé à fourrer toutes ses chemises, pantalons de costume et chaussures à la va-vite dans les valises. Il a ramassé à la hâte tous ses rasoirs, ses parfums hors de prix et ses montres, et a tout mis dans un sac à dos.
Madame Rose a également mis précipitamment ses robes à fleurs et ses flacons de vitamines dans un sac de voyage. Quant à l'énorme fauteuil de massage, il a été impossible pour Julien de l'emporter et il n'a eu d'autre choix que de le laisser là, abandonné au milieu du salon. Quand il a fermé la fermeture éclair, il a pris les bagages, est sorti par la porte et, le regard baissé, a signé le procès-verbal que les policiers ont dressé sur place dans le couloir. Madame Rose le suivait en traînant son sac de voyage, sans oser regarder en arrière. Ils sont entrés en silence dans la cabine de l'ascenseur, mettant fin à 3 ans de vie à mes dépens dans ma propre maison. Le lendemain matin, j'ai appelé une entreprise de nettoyage professionnel. À 8 heures précises, une équipe de 5 personnes en uniforme bleu est arrivée à l'appartement avec des aspirateurs industriels, des polisseuses de sol et des produits chimiques de nettoyage en profondeur. J'ai ouvert la porte, donné les instructions à la responsable du groupe et lui ai demandé de faire un nettoyage complet et de jeter à la poubelle tout ce que Julien aurait pu laisser. 2 opérateurs ont mis des gants en caoutchouc épais et ont ramassé toutes les canettes de bière à moitié bues, les mégots, la mer de coquilles de graines de tournesol sur le sol et toute la vaisselle couverte de graisse et de moisissures, mettant tout directement dans d'immenses sacs poubelles industriels noirs. Ils ont noué les sacs et les ont descendus dans la zone des conteneurs de la copropriété. Les 3 autres opératrices ont pulvérisé des produits chimiques sur les vitres, les étagères et les placards de la cuisine et ont utilisé la machine pour redonner son éclat au parquet en bois. J'ai pris une photo du fauteuil de massage de 3 000 € et je l'ai publié sur une application de vente d'occasion à un prix dérisoire de 500 €. À midi, un acheteur d'occasion est arrivé avec une camionnette, m'a payé en espèces, a démonté la machine et l'a emportée, redonnant enfin toute son ampleur à mon salon. À 15 heures, le serrurier a sonné à la porte. Il a utilisé une perceuse puissante pour détruire l'ancienne serrure. Il a extrait tout le cylindre en acier de la porte et, à sa place, a installé une serrure électronique moderne Bosch haut de gamme. Il m'a expliqué comment placer mon index 3 fois sur le capteur pour définir mon empreinte comme la seule avec les droits d'administrateur. J'ai terminé la configuration, j'ai fermé la porte d'un coup et j'ai entendu le clic satisfaisant du peigne en acier s'engageant parfaitement dans le cadre. À partir de cet instant précis, l'appartement était véritablement le mien, tant sur le papier que dans la vie réelle. La maison, fraîchement désinfectée, sentait le citron pur et était redevenue aussi impeccable et ordonnée qu'elle aurait toujours dû l'être. Exactement une semaine plus tard, j'ai reçu un appel d'un homme qui s'est identifié comme l'avocat de Julien. Il m'a demandé de nous rencontrer dans un café près de mon immeuble pour parler du partage des biens avant de porter la demande devant les tribunaux. Je suis descendu au rendez-vous avec mon classeur en plastique bleu sous le bras. L'avocat, un homme d'une 50aine d'années en costume gris, m'attendait déjà à une table au fond. Il a sorti une ébauche dans laquelle il exigeait que je verse à Julien une compensation de 200 000 €, équivalente à la moitié de la valeur actuelle du logement, prétextant qu'il avait contribué à l'entretien du foyer pendant les 3 ans de mariage. Il a mentionné un tas d'articles de loi sur les biens acquis pendant la vie commune. Je l'ai écouté en silence jusqu'à ce qu'il ait terminé son exposé. Sans perdre mon sang-froid, j'ai écarté mon verre d'eau, ouvert mon classeur, sorti le certificat de mariage, le document original du registre de la propriété et toute l'épaisse liasse de mes relevés bancaires et j'ai tout posé sur la table. J'ai d'abord pointé la date du mariage, puis la date de l'acte de propriété. Vérifiez vous-même. Cet acte est enregistré le 20 avril, alors que le certificat de mariage a été signé le 18 octobre. Selon le Code civil, c'est un bien propre antérieur au mariage. Et quant à sa contribution à la vie conjugale, je vous suggère de parcourir ses relevés bancaires. Votre client n'a pas contribué d'un seul centime au paiement de l'hypothèque, des factures d'eau ou d'électricité, ni aux charges de copropriété. Au contraire, j'ai viré à sa mère plus de 25 000 €. L'avocat a pris les actes et les a examinés, s'arrêtant sur le sceau en relief du registre. Il a ensuite feuilleté quelques pages des relevés et a vu qu'absolument toutes les mensualités du prêt hypothécaire étaient domiciliées sur un compte à mon nom, mois après mois. L'avocat a laissé tomber les papiers sur la table, a sorti son téléphone et a appelé Julien. Il a mis le haut-parleur et est allé droit au but. Écoute, tu m'as donné de fausses informations. Les preuves économiques et juridiques de ta femme sont irréfutables. Ce logement est un bien propre à elle et tu n'as absolument aucun droit dessus.
Je ne vais pas me charger de cette demande. Fais-moi le plaisir de me payer mes honoraires de consultation d'aujourd'hui et tu te débrouilles par tes propres moyens. Sans plus, il a raccroché, a ramassé ses papiers, les a mis dans sa mallette, s'est levé en me saluant poliment et est sorti du café, laissant derrière lui son inutile ébauche de demande sur la table. Ne pouvant tirer aucun avantage financier, Julien et sa mère n'ont eu d'autre choix que d'aller vivre dans une petite chambre miteuse en location à Saint-Denis pour ne pas se retrouver à la rue. Je ne me suis plus intéressée à mon ancienne belle famille jusqu'à la mi-novembre, quand la tante de Julien m'a appelé un soir. La tante, feignant de prendre de mes nouvelles, s'est mise à pleurnicher pour me raconter tout ce qui s'était passé. Grâce à ce qu'elle m'a dit, j'ai appris le grand fiasco du voyage à la campagne de Madame Rose le jour même où je les ai mis dehors. Madame Rose était furieuse d'avoir à payer un hôtel, enragée de s'être retrouvée sans argent pour son voyage avec ses amis, elle a décidé de prendre un bus ce matin-là pour retourner dans son village. Avec son habitude de bousculer tout le monde au marché, elle est arrivée à la gare routière de Bercy, chargée de sacs, et s'est mise à pousser les gens pour obtenir le meilleur siège dans un bus low cost. En pleine bousculade, en montant les marches du véhicule, elle a reçu une forte poussée par derrière, a glissé et est tombée de la porte du car pour s'écraser sur l'asphalte du quai de la gare. Le choc brutal a directement heurté sa hanche droite contre la bordure. Madame Rose s'est mise à hurler de douleur sans pouvoir bouger. Les agents de sécurité de la gare ont dû appeler une ambulance qui l'a transportée aux urgences. Le traumatologue a diagnostiqué une fracture ouverte du col du fémur droit. Elle avait besoin d'une chirurgie d'urgence pour lui poser des clous et des vis en titane. Comme ils ne voulaient pas attendre les listes d'attente du service public, ils ont exigé d'être transférés dans une clinique privée et de payer une rééducation et du matériel orthopédique exclusif, dont le coût dépassait les 3 000 €. Julien venait d'être expulsé de ma maison, n'avait pas un euro d'économie et ses cartes de crédit étaient à leur limite à cause de ses achats de luxe, il a donc dû mendier de l'argent à ses amis pour payer la compte de l'hôpital de sa mère. Son soi-disant super salaire de 2 500 € était maintenant devenu une corde à son cou. Il devait payer le loyer à Saint-Denis, payer la traite de la voiture de son père, comble de malchance, engager des aides-soignants de nuit à 100 € la nuit car il ne pouvait pas s'absenter autant de son travail. Le médecin a exigé que Madame Rose reste immobilisée en rééducation pendant un mois entier. Les quelques ressources qui restaient à Julien se sont évaporées en un clin d'œil. Les fêtes où il payait des tournées et les chemises chères avaient été remplacées par de la nourriture de distributeur automatique et des nuits blanches à dormir par terre dans la clinique de sa mère. Exactement un mois après le jour où j'ai déposé les papiers, le tribunal des affaires familiales nous a convoqués tous les deux pour l'audience de conciliation préalable au divorce. À 8 heures du matin, j'ai conduit ma voiture jusqu'au tribunal, je me suis garée et je suis montée à la salle 3 du 2e étage. 15 minutes plus tard, Julien est apparu à la porte et n'avait plus rien à voir avec ce type gominé et bien coiffé avec des lunettes de créateur des photos sur ses réseaux sociaux. Le Julien d'aujourd'hui faisait vraiment pitié. Il portait une chemise bleu pâle pleine de plis, avec le col taché de sueur jaunâtre et les chaussures sales de la poussière de la rue. Il avait le visage dévasté et des cernes noires très profonds marquant ses yeux. Il marchait en traînant les pieds jusqu'à s'asseoir sur la chaise libre en face du greffier. Le poids des dettes et la destruction de sa façade de faux riche avaient drainé jusqu'à la dernière goutte d'énergie de l'homme qui avait l'habitude de se frapper la poitrine en se vantant d'être le pilier de sa maison. Le juge responsable de notre dossier est entré et s'est assis sur l'estrade. Le magistrat a ouvert le dossier et a confirmé l'identité des deux parties. Comme j'avais déjà fourni toute la documentation prouvant que mon appartement était un bien propre et que nous n'avions pas d'enfants en commun, la procédure a été extrêmement rapide. Le juge a levé les yeux pour nous poser la question obligatoire du protocole. Il a demandé aux parties s'il y avait une volonté de réconciliation et si elles souhaitaient retirer la demande pour reprendre leur vie conjugale. J'ai répondu immédiatement avec une clarté totale. Je maintiens ma demande de divorce par consentement mutuel et ma décision est irrévocable. Le juge a regardé Julien, qui gardait la tête baissée et les mains jointes, et celui-ci a répondu d'un filet de voix. Je suis d'accord pour signer le divorce. Le juge a hoché la tête, a apposé sa signature sur l'acte confirmant qu'il n'y avait pas de conciliation et a informé que le jugement serait rendu dans les 7 jours ouvrables. À la fin de la procédure, je me suis levée,
j'ai pris mon sac et je suis sortie d'un bon pas vers le couloir du tribunal. Julien est venu en courant derrière moi en m'appelant. Il a essayé de m'attraper par le bras, je l'ai esquivé en me décalant. Face à moi, dans le couloir vide, il a joint les mains en suppliant de la manière la plus humiliante. « Sophie, je sais que j'ai eu tort. Peux-tu retirer la demande, s'il te plaît ? Ma mère est à l'hôpital avec la jambe cassée, dépensant des milliers d'euros chaque jour et le loyer et les dettes m'étouffent. Je n'en peux plus. Donne-moi une chance de repartir de zéro. Reviens vivre avec moi ou laisse-moi revenir à l'appartement. Je te jure que je vais changer et que je serai un bon mari. » Il utilisait sa propre misère comme monnaie d'échange, espérant que j'aie pitié de lui et que je paie les montagnes de dettes de l'hôpital qui l'étouffaient. Je suis restée debout, droite, le regardant de haut en bas dans son état pathétique. Mon regard ne reflétait ni haine ni colère, seulement l'indifférence avec laquelle on regarde un parfait inconnu qui fait rire. Je lui ai répondu d'une voix posée et tranchante. Notre accord a pris fin la nuit où j'ai dû signer seule pour me faire opérer. Les 25 000 euros sont déjà réglés. Maintenant, c'est à ton tour de payer le prix de ta propre indifférence. Sans lui laisser le temps d'ajouter quoi que ce soit, je me suis retournée. Le son de mes talons sur les carreaux de céramique marquait un rythme ferme et assuré. J'ai descendu les escaliers, je suis sortie directement au parking, j'ai démarré ma propre voiture et je suis sortie par la porte principale de l'enceinte, laissant Julien planté dans le couloir solitaire du tribunal. Ce même après-midi, l'automne parisien nous offrait un temps frais et agréable. Je suis retournée à mon appartement qui brillait de propreté. J'ai ouvert un placard de la cuisine et j'ai sorti un bocal de feuilles séchées pour faire des infusions. J'ai mis de l'eau à bouillir et je l'ai versée sur la théière en verre transparent. Les fleurs de camomille se sont lentement ouvertes dans l'eau chaude. J'ai attendu 5 minutes. Je me suis servi l'infusion dorée dans une tasse en porcelaine blanche et je l'ai prise dans mes mains pour sentir la chaleur. J'ai ouvert la baie vitrée et je suis sortie sur le balcon, caressée par le vent. En bas, sur le périphérique, le trafic formait toujours des files de voitures toujours pressées. J'ai bu une petite gorgée de la tasse, savourant la touche amère mais douce de la camomille imprégnant mon palais. Le vent a un peu ébouriffé ma frange. Contemplant les derniers et spectaculaires rayons de soleil du crépuscule brillant sur les gratte-ciel de la ville, j'ai souri intérieurement. La vraie vie commence quand on se rend compte que la meilleure étape de sa vie ne consiste pas à se sacrifier inconditionnellement pour les autres, mais à savoir protéger et valoriser la personne la plus importante, soi-même.